C'est entre 1860 et la Première Guerre mondiale que les terroirs viticoles du Languedoc ont vu surgir des châteaux, symbole d'une prospérité soudaine et rarement égalée. En fait, les propriétaires terriens étaient tellement riches qu'il fallait le montrer et avoir un château plus beau que celui du voisin. Mettons le cap sur ce pays où l'or avait la couleur du vin. Au XIXe siècle, la vigne va envahir tous les terroirs agricoles du Languedoc. Et les paysans vont petit à petit se convertir à la monoculture. Cela pour deux raisons. D'une part, la chute des cours du blé et d'autre part, un marché du vin en pleine expansion. Une période faste qui atteint son apogée en 1880 et qui a fait de ce territoire un Eldorado du vin. Aux confins des vignes, à la croisée des routes, avec notre drone équipé d'une caméra, je vous emmène découvrir des demeures dont l'histoire se confond avec les pulsions économiques et sociales de la viticulture régionale. Sériège, sur la commune de Cruzy. Un château ou plutôt une façade clinquante? Quand on découvre ce château, on a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Oui, un peu. Et ce qui est assez amusant, c'est que on le verrait très bien, ce château, dans les brouillards d'Écosse. Pas du tout dans les plaines Du de Languedoc. Midi. Par contre, il y a pas mal de châteaux en Italie, en Toscane, qui ressemblent beaucoup à ce château-là. Je ne sais pas s'il y a eu une inspiration. Qu'est-ce qui a motivé votre aïeul? Cet aïeul, qui n'était pas mon aïeul d'ailleurs, qui était un oncle, qu'on appelait d'ailleurs dans tout le pays le vieux Sériège, était un vieux célibataire qui était le puiné de la famille. Et qui a hérité de son père des terres de Sériège. Donc. Et je pense qu'à la fin de sa vie, avec les bonnes récoltes qu'il y a eu à cette époque-là, après le phylloxéra, pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée d'un château? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pour donner à l'un de ses neveux la possibilité d'avoir un château? Pourquoi est-ce que ça n'a jamais été terminé? Pourquoi ça n'a jamais été habité? Ça reste un petit peu le mystère de la famille. Toujours est-il que c'est là, quand même, il a été fait en 84, c'est quand même l'un des premiers châteaux viticoles. Moi, j'ai hérité de mon grand-père André, celui qui avait racheté Sériège, lequel avait pratiquement succédé à son grand-père Eugène d'Andoc. La propriété se passe de main en main, de grand-père à petit-fils. Voilà, donc nous sommes là dans la cuisine et la particularité c'est que cette cuisine accède directement à la cave par la porte qui se trouve ici. Je te laisse passer devant. Voilà. Et voilà. Voilà, nous sommes directement dans la cave. Dans l'outil de travail. Dans l'outil de travail, absolument. Comment vous êtes venu à reprendre cette activité? Mon grand-père a toujours géré cette exploitation, puis tout naturellement, moi j'ai fait des études dans le vin et j'ai été très vite intéressé par ce métier. Et ça a été un petit peu dur parce que on se demande toujours si on fait ça parce qu'on en a vraiment envie ou si on n'est pas un peu conditionné par ça. Par l'héritage. Voilà, familial, mais bon, finalement, on se rend compte que sur une propriété comme Sériège, on n'en est jamais vraiment propriétaire, c'est plutôt elle qui vous possède. On est simplement un maillon de la chaîne et on est là évidemment pour la faire vivre, mais on est là surtout pour la transmettre et faire en sorte qu'elle reste un maximum dans la famille. Les terres et les bâtiments vous ont emmené. Ah oui, absolument, absolument. J'ai été pris là-dedans et j'avoue que je regrette pas du tout mon choix aujourd'hui parce que c'est une vie
de passionnés, mais c'est vraiment une vie passionnante aussi. On a un témoignage du passé là. Voilà, avec ces pressoirs qui marquent bien une époque malheureusement un peu révolue. Bon, maintenant, on s'est tourné vers des techniques un peu plus modernes qui nous permettent aussi de faire des vins qui sont plus en adéquation avec le temps et l'époque. Voilà, exactement. Voilà, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier ici. On va rentrer en fait vraiment dans les entrailles de la terre, des cuves qui ont été faites à partir de 1880 et c'est assez impressionnant. Voilà, je vous laisse passer devant. Merci. Surprenant. Voilà. On ne peut pas parler trop fort parce qu'il y a une forte résonance. Et donc on est ici dans une cuve qui fait 1700 hectos. Donc c'est une des... Ça correspond à quoi 1700 hectos? C'est 170 000 litres de vin. Voilà la possibilité de la contenance. Voilà, ce sont des carreaux vernissés. C'est un espèce de carrelage avec un vernis dessus. Ce qu'on voit ici, c'est du tartre qui est naturellement dans le vin et qui vient se déposer sur les parois. Vous les utilisez encore De temps en temps, assez rarement, mais de temps en temps, on les utilise pour des gros assemblages. Voilà. Depuis le XVIe siècle, dans la famille d'Andoc, 15 générations se sont succédées. Leur devise, Semper Fidelis, signifie en latin « toujours fidèle ». Ces châteaux étonnent par leur richesse et leur variété. Ils sont remarquables tant sur le plan de l'architecture que par les jardins qui les entourent. Ressac, aux portes de Béziers. Une famille, la famille Viennet, qui possède ce que l'on appelle une campagne, c'est-à-dire un vignoble et un château. Un château qui a des aspects du XVIIe et surtout du XIXe siècle, parce que c'est à cette époque-là que la famille a fait fortune avec la vigne et qu'elle a décidé de mettre au goût du jour ce château. Alors on fait appel à des architectes de Bordeaux, les Garros, qui viennent remanier le château. Alors on y adjoint une terrasse avec des balustres, une fausse terrasse. Et on marque l'entrée en positionnant deux sphinges, des sphinx à tête humaine. Et il y a le parc, c'est le prolongement du château. En fait, ça constitue une habitation de plaisance à l'air libre. On retrouve le plan d'eau, les rocailles et la verrière pour le jardin d'hiver. Là aussi, on fait appel à des architectes paysagistes de renom, les Buller. Plus que le bâtiment lui-même, le parc est un indicateur de niveau de fortune, car il représente à la fois des charges supplémentaires pour sa conception et son entretien. Et il induit une baisse des revenus en empiétant sur le territoire agricole. À quelques kilomètres de là, du côté de Narbonne, le château de Védillan est surnommé le navire amiral, car c'est celui qui rapporte le plus à la famille Fayet, propriétaire à l'époque de 8 autres domaines. Ici à Védillan, on a tous les éléments d'un château dit pinardier ou château viticole. Oui, tout à fait. C'est une demeure qui est vraiment représentative de cette famille d'édifices. C'est un grand château qui est censé montrer la richesse de la famille, une fortune qui a été constituée grâce au canal du Midi et grâce à la vigne. C'est-à-dire que la famille, au fil du temps, s'est enrichie en vendant du vin, enfin pas uniquement. La famille Fayet, qui a fait construire le château et qui l'occupe toujours aujourd'hui, est une famille qui a fait sa fortune au XVIIIe siècle grâce au canal du Midi et grâce en particulier au négoce des alcools, qui était la spécialité de la région avant le vin. Et par la suite, c'est la conversion du vignoble à la monoculture viticole, au vin de consommation courante, qui a fortifié
considérablement les patrimoines de ces familles qui ont pu avoir les moyens de construire des châteaux. Donc on construit les châteaux sur des bâtiments existants, sur des maisons languedociennes classiques. Tout à fait. Dans bien des cas, ces châteaux ne sortent pas de rien. Ils sont construits à l'emplacement de demeures anciennes, souvent des maisons nobles du XVIIe siècle. C'était le cas ici à Védillan. Et à la fin du XIXe siècle, lorsque la fortune leur permet de reconstruire leurs demeures, souvent ils conservent les demeures anciennes, mais ils les rhabillent en ajoutant des tours, en élevant les toitures, et c'est le cas ici. Puis il y a ce jardin qui est magnifique avec des pompons, des pièces d'eau. C'est un On est jardin dans le paysage, paysager. hein, Oui. C'est un jardin paysager, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e, on plante des jardins qui sont dépourvus de fleurs la plupart du temps, mais qui présentent des collections d'arbustes et d'arbres, d'ornements, qui mettent en scène la demeure et qui sont censés la magnifier. Et juste à côté du château, les dépendances viticoles. Oui. Ici, c'est incroyable. Vous allez le voir, ce sont quasiment des chais industriels par leur dimension, leur taille et également la qualité du décor. Ils reflètent la fortune de la famille, une fortune qui vient une fois de plus du vin. Donc il fallait magnifier également le lieu où on produisait ce vin si important. C'est littéralement incroyable, la dimension de cette cave. On se croirait, je sais pas, dans une cathédrale. Oui, ou dans une gare. C'est un bâtiment de très grande ampleur. Là, on n'en a qu'un petit aperçu. Il y a des chais sur les côtés également, perpendiculaires à ce grand vaisseau qui doit faire au moins 28 mètres de haut. Et comment on a eu les moyens de construire de tels édifices? Qu'est-ce qui faisait la richesse? Bon, il y a des vignes partout, mais... Oui, je crois que là, il faut expliquer un petit peu plus les choses. Cette famille Fayet est vraiment représentative de son époque et de son milieu. Elle fait fortune dans le commerce des alcools, dans la production et le négoce des alcools. Et ensuite, elle va vivre une bénédiction, une véritable bénédiction à la fin du 19e siècle, qui était une calamité pour les uns et une bénédiction pour les autres. C'est la crise du phylloxéra, qui a été une source d'enrichissement considérable. Le phylloxéra, c'est une maladie. Alors, c'est un insecte qui attaque les vignes par la racine et qui détruit complètement le vignoble. C'est un ravage total. En fait, il arrive à Languedoc par l'Est, par le Gard, dans les années 1873, et il va coloniser, infester le vignoble en se déplaçant vers l'Ouest. Les propriétaires qui possédaient de grands domaines dans le Biterrois et dans le Narbonnais vont profiter en fait de la remontée des cours à cause de la raréfaction du vin sur le marché pour, eux, continuer à produire alors que leur vignoble n'était pas encore touché. Donc du coup, grâce à cette fortune considérable, ils ont pu replanter leur vignoble. Et lorsque le phylloxéra atteint finalement cette région ici, eh bien, le vignoble a été remis en état. Il est planté avec des porte-greffes américains. Il résiste, il est moderne, il est puissant. Et les hauts rendements commencent à ce moment-là à être produits. Donc on loge ces vins et on peut attendre le meilleur moment pour les vendre. Ah, pour tout à fait. s'enrichir Voilà, absolument. La viticulture est en fait une branche du capitalisme industriel français qui permet le développement de notre pays au XIXe siècle, surtout dans la seconde moitié du XIXe. C'est une époque très moderne. Le train révolutionne complètement la production de vin. On passe au vin de consommation courante. On peut le transporter? Voilà, absolument. Facilement. On peut le transporter par voie ferrée et on l'amène dans les grands bassins consommateurs de régions parisiennes ou du nord de la France où la clientèle ouvrière peut se payer ce vin, qui est un vin qu'on disait naturel à l'époque et qui était considéré comme un aliment, un fortifiant à base de sucre, du coup, qui pouvait donner du nerf aux ouvriers. C'était la plus saine et la plus hygiénique des boissons, comme l'indiquait Pasteur. Les temps changent. Les notions d'hygiène, de santé publique évoluent. Les fortunes n'ont plus cours et aujourd'hui on prend conscience de la démesure et de l'ostentation de ses propriétés. Béziers est emblématique de cette période faste. On relate que pour avoir de beaux raisins, il fallait voir de ses vignes la cathédrale Saint-Nazaire.
À la fin du 19e siècle, la vigne a envahi toute la vallée de l'Orbe. Auparavant, on la trouvait plutôt sur les coteaux. C'est l'époque où Béziers est la capitale du vin en termes de quantité produite. Et la ville s'embellit. On peut remarquer des hôtels particuliers avec une ornementation délicate, des sculptures, des motifs floraux. On aime aussi sortir. Il y a des jardins, le jardin des poètes, on va au théâtre. On abandonne en fait progressivement tout ce qui était industrie textile, draperie, teinturerie, tissage, pour se consacrer exclusivement à la viticulture, des tonnelleries, des distilleries et des entreprises pour fabriquer des produits viticoles. Mais cette production, on peut même parler de surproduction, va entraîner une chute durable des prix. Et c'est à ce moment-là que des conflits sociaux vont apparaître. Les manifestations se multiplient dans les grandes villes du Midi, à Narbonne, Montpellier et Béziers. À chaque rassemblement, ce sont des centaines de milliers de vignerons. Et au début du XXe siècle, face à la crise du monde viticole, face à des négociants sans scrupules et des gros propriétaires qui continuent de s'enrichir toujours plus, les vignerons se regroupent et créent le grand mouvement coopératif, la première économie solidaire. Rencontre avec un vigneron coopérateur du côté de Maraussan, passionné par l'histoire de son village, Louis Tabourièche. On arrive en 1900. Et alors là, catastrophe, le vignoble renouvelé avec des cépages gros producteurs, l'Algérie qui commence à donner, surproduction. Et alors là, les cours du vin chutent, et c'est le commencement de la misère. Déjà, comment on va s'en sortir ici alors, à Maraussan? Eh bien, à Maraussan, on a la chance qu'on avait un agent commercial qui s'était présenté là, politique, socialiste. Et donc, ce monsieur Elie Catala, il a l'idée d'implanter une coopérative vinicole. C'était tout nouveau, ça n'existait pas. Et il a la chance de trouver Maraussan avec des petits vignerons qui vont adhérer. Elie Catala se transforme en agent commercial, il sillonne toute la France et il installe des dépôts entrepôts de vente directe. Les dépôts vont couvrir toute la France. 1905, ça va être une date clé pour Maraussan. Oui, là, c'est vraiment le tournant, parce que jusque-là, c'était une coopérative de vente, voilà. Ils avaient pris la devise des mousquetaires, tous pour un pour tous. Et en 1905, leur clientèle parisienne, les coopératives de consommation, vont demander aux vignerons libres de construire une cave. À l'époque, c'était impensable, on était en pleine crise viticole, ils n'avaient pas d'argent, mais bon, ils vont construire une cave. En 4 mois, c'est incroyable, cette énorme bâtisse. C'est là que naît la coopération. C'était plus une coopérative de vente, c'était une coopérative de vinification. Et là, ils vont changer leur devise. C'était tous pour eux, un pour tous. Et là, je ne sais pas pourquoi, ils prennent chacun pour tous, tous pour chacun. Devise qui est bien installée sur la cave. Et bien voilà, je vous invite à voir les archives de la coopérative qu'on a conservées là, depuis 1901, 1905. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Eh bien là, c'est une pièce unique. C'est un tableau qu'ont réalisé les vignerons libres en 1905 à la demande du ministère de l'Agriculture. On était en pleine crise viticole, le vin ne se vendait pas. Et par contre, Maraussan, il le vendait très bien et il leur en manquait. Et ce qui est indiqué, c'est la progression des sociétés? C'est la progression des sociétés maraussanaises, de leur création. Par exemple, les vignerons libres ont démarré par une coopérative de vente en 1901. Et c'est la progression jusqu'en 1909. Alors on voit l'évolution là. Le nombre d'hectolitres vendus, c'est représenté par des fûts. Vous voyez la pile et on voit que ça va en augmentant. Travailler à la vigne avec les chevaux. Ça, c'est avant la construction de la cave. Ils avaient loué un magasin et ils assemblaient les vins là.
dans des fours. On leur avait prêté énormes. les fours, la pompe, ils n'avaient rien. Ils ont démarré à zéro. Hein. Et après, l'expansion qu'ils ont pris, c'est énorme. La cave coopérative de Marossan s'est regroupée avec celle de Cazoul-les-Béziers au sein d'un groupement de vignerons, les vignerons dans ses runes. Autre temps, autre crise. Aujourd'hui, les caves coopératives sont prises dans la tourmente de la reconversion viticole et de la croissance urbaine régionale. Jean-Michel Sauger a participé à l'inventaire de ce patrimoine, modeste et méconnu, parfois superbe. Quand on découvre ces endroits, on a vraiment l'impression d'être dans une usine viticole, une usine de vinification. Oui, tout à fait, dans la mesure où effectivement, c'est une véritable usine à vin, dans la mesure où ils traitent des volumes énormes avec des viticulteurs très nombreux qui apportent leur récolte. Donc gros volume, nombreux apports de personnes différentes, et ils sont obligés donc d'avoir une comptabilité, de peser les récoltes pour savoir qui apporte combien et pour pouvoir les rémunérer. Et donc ce sont des volumes vraiment des milliers d'hectolitres qui sont produits là. On en recense des centaines en Languedoc. Elles ont vraiment émaillé le territoire. Il faut savoir que c'est la plus grosse concentration de caves coopératives au monde. Donc plus de 500 caves coopératives construites au total, 583 pour être précis, dans ce que nous avons recensé. Et à un moment donné, vers les années 36-37, qui correspondent à la construction de cette cave, on a un slogan « Un village, une cave ». Au-delà d'un outil, la cave coopérative va être pensée en termes de construction. Oui, elle est pensée dans la mesure où elle va afficher un message. Le message, c'est la cave coopérative, qui veut dire donc regroupement. Et ça, on va l'afficher sur le fronton ou sur le mur de la cave. Et ensuite, souvent sur le fronton, on voit apparaître le nom, comme ici, la Cazouline, puisqu'on est à Cazoul. Cet affichage est systématique, qu'on soit dans une grande cave, une petite cave, on le retrouve, on est fier de son outil, on est fier de sa condition de coopérateur. Après, en ce qui concerne la mise en scène architecturale, il y a des architectes qui s'en tiennent au programme strict du génie rural et qui vont faire des bâtiments qui sont en fait des bâtiments qui ressemblent plus à de l'architecture industrielle qu'à une création. Et d'autres, comme Audou, qui est le créateur de cette cave, qui lui va faire intervenir dans son programme quelque chose de différent. Il va mettre de la pierre apparente, il va faire des grandes ouvertures sur le fronton comme nous avons ici. On essaye d'être moderne aussi. Oui, le modernisme, on le retrouve effectivement dans les décors, on va le retrouver dans l'utilisation de certains matériaux. Le béton, par exemple, est omniprésent, mais on met de la pierre apparente. Donc là, on a une touche régionaliste. Quel est l'avenir de ce patrimoine? Parce qu'il n'est pas préservé. L'avenir de ce patrimoine, effectivement, est quelque chose de très, très incertain. Je parlais tout à l'heure de 583 caves construites en Languedoc. En 2010, il en restait moins de 300. Aujourd'hui, peut-être 250. En fait, beaucoup de caves disparaissent. Alors, soit elles disparaissent complètement, ce qui est catastrophique parce qu'on va détruire la cave pour disposer d'un terrain à bâtir, donc les lotissements vont la remplacer, ou alors la cave est désaffectée et faute de pouvoir l'utiliser, elle reste abandonnée. Et pourquoi est-il important de conserver ce patrimoine? C'est important parce que c'est un témoignage de l'histoire sociale du Languedoc. Ça fait partie intégrante de l'histoire contemporaine du Languedoc. Et si on laisse partir ces caves, dans 50 ans, plus personne ne se rappellera que la coopération a existé, que les agriculteurs, ces viticulteurs se sont rassemblés pour un objectif commun qui était de produire du vin, de le vendre et d'en vivre surtout. Dans l'Hérault, chaque édifice atteste d'un passé lié à la viticulture.
Que ce soit dans les campagnes avec ses étonnants châteaux, dans les villages avec les caves coopératives ou la ville de Béziers avec ses beaux hôtels particuliers. Et de la collégiale de Capestan, on a une vue imprenable sur le vignoble qui reste le plus vaste du monde. Alors n'hésitez plus, mettez le cap sur le Languedoc.